Bonjour Luc Ferry. Bonjour Nicolas. Vous publiez avec Nicolas Bouzou Sagesse et folie du monde qui vient, avec en sous-titre Comment s'y préparer et comment y préparer nos enfants. C'est chez XO Éditions. D'abord, on va parler de la sagesse de ce monde qui vient et de ce monde d'aujourd'hui. Parce que une grande partie de ce livre est un plaidoyer contre le pessimisme d'aujourd'hui. Oui, c'est pas un livre optimiste, c'est un plaidoyer pour la lucidité. Mais en effet, ce qui est très frappant, bon, vous le savez, tout le monde le sait, le pays le plus optimiste du monde, c'est pas la France. Hein, on est régulièrement classé. On est loin derrière l'Afghanistan et tous ces pays en guerre que l'on peut imaginer sur la planète. Donc c'est assez délirant. Et c'est lié aussi au fait, pas uniquement bien sûr, mais c'est lié au fait que pratiquement tout le paysage intellectuel français est pessimiste. Mes amis les plus intelligents dans le monde intellectuel, que ce soit Finkielkraut, Régis Debray ou d'autres, enfin Michel Onfray, bon, ils sont non seulement pessimistes, mais convaincus que, en gros, la civilisation européenne est morte. Régis Debray annonce ça y est, on est sous domination américaine. Alain Finkielkraut n'en finit pas de dire que tout s'écroule, que tout fout le camp, que l'école est en panne, etc. Bon. Et donc on a à la fois un monde intellectuel, mais aussi une population extrêmement pessimiste, alors qu'objectivement, on a beaucoup de cartes en main. Alors ce qui est vrai, c'est que l'Europe est en très mauvais état et que si l'Europe ne se réveille pas, moi je suis favorable à une Union européenne à 10 ou 12, hein, ce qui était déjà le modèle de Giscard. Ce qui est plus facile qu'à 27. Et puis ce traité de Maastricht a été une catastrophe parce qu'il a organisé la désunion européenne puisqu'on a autorisé le dumping social et le dumping fiscal. Donc je suis favorable à une Europe à 10 ou 12, la vieille Europe de l'Ouest, et c'est le seul moyen pour qu'on ait une politique de puissance en direction des États-Unis et de la Chine et qu'on ne soit pas, en effet, à terme, une colonie de la Chine et des États-Unis, ce qui se profile quand même à l'horizon. Hein. Donc non au pessimisme, on va revenir en particulier sur la Chine, on va faire un peu d'actu, comme on dit. Oui, la route de la soie, tout ça. Bon. Le plaidoyer contre le pessimisme, contre le complotisme aussi. Ah oui, c'est quand même fascinant de voir à quel point 8 Français sur 10 croient à une thèse complotiste. C'est régulièrement confirmé par les fake news, bien sûr. Alimenté par les fake news. L'une des plus absurdes et les plus malheureuses, d'une certaine manière, les plus dangereuses. 54% des Français pensent que le ministre ou la ministre, en l'occurrence, de la Santé est de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour dissimuler la dangerosité des vaccins. Ce qui est extrêmement dangereux, parce que le vaccin n'est pas simplement une affaire individuelle, mais quand vous ne vous vaccinez pas, vous mettez aussi les autres en danger. C'est ce qu'on a vu dans une station de ski cet hiver avec la rougeole qui s'est propagée à plusieurs dizaines de personnes. Voilà, et qui en plus finit par tuer des gens, alors que c'est une maladie qui devrait être éradiquée depuis longtemps, ou qui était d'ailleurs éradiquée depuis longtemps. Donc on a vraiment un devoir. C'est pour ça que c'est pas un livre optimiste pour autant. C'est un livre qui plaide vraiment pour la lucidité, parce que l'avenir dépend de nous. La lucidité aujourd'hui, et quoi en ce qui concerne l'avenir? Parce qu'on a le sentiment tout de même, et ça, c'est un fait qu'on pressent un peu partout dans la société, que le monde nous échappe. Comment est-ce qu'on y... Le monde nous échappe pour des raisons qui sont absolument fondamentales. C'est pour ça que je suis très pro-européen. C'est que le marché est devenu mondial et que les politiques sont restées nationales. Par conséquent, une petite politique nationale, une petite politique française, si je puis dire, de toute façon, elle n'embraye pas sur la réalité du monde qui la dépasse de très très loin. Donc le minimum requis, c'est une Union européenne à 10 ou 12 pour qu'on ait une politique de puissance. Maintenant, le sous-titre, c'est comment y préparer nos enfants. Il y a un enjeu majeur. Si j'étais ministre de l'Éducation, ce serait pour moi la priorité ce que je fus. Mais il y a, à une époque où l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas encore, c'était il y a 15 ans, pratiquement ça n'existait pas. Enfin, elle existait, mais pas du tout. C'était le monde d'avant, en tout cas. C'était le monde d'avant. Voilà. Personne n'en parlait. Personne ne parlait de deep learning. Quasiment pas. Bon, le mot existait, mais il n'était pas employé. En tout cas, Facebook n'existait pas à l'époque. Non, exactement. Et donc, tous ces géants chinois et américains n'existaient pas, ou quasiment pas. Ils étaient embryonnaires. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est comment rendre nos enfants complémentaires du monde qui vient, notamment de ce monde de l'intelligence artificielle qui va impacter le monde du travail de manière absolument colossale, étant entendu qu'à mes yeux, le revenu universel de base est une catastrophe absolue. Le but n'est pas de mettre les gens à ne pas travailler à 600 € par mois, ce qui est une catastrophe morale, intellectuelle et économique, mais c'est de faire en sorte que nos enfants soient complémentaires du monde de l'intelligence artificielle. Et ça suppose une vraie réflexion sur comment les équiper pour ce monde qui vient. 3 sujets d'actu, si vous voulez bien, pour voir comment est-ce qu'il faut se préparer à ce monde qui vient. Est-ce que c'est sagesse, est-ce que c'est folie? La Chine, le président chinois est en France, c'est Xi Jinping. Sagesse ou folie, cette Chine qui vient?
Alors, la Chine a une politique extraordinairement efficace de domination du monde. Elle investit dans toute l'Europe, elle investit dans le monde entier. Avec le sourire de la route de la soie. Exactement, et en plus vous savez qu'une grande partie de la dette des États occidentaux appartient à la Chine, ce qui veut dire que notre souveraineté disparaît. Quand on voit l'Union européenne étant incapable de faire la fusion Alstom-Siemens, on se dit que l'Union européenne est folle, parce qu'on a absolument besoin d'Airbus européens, mais pas simplement pour Airbus, on a besoin de créer aussi des GAFA européens, je dirais même des GAFAMI européens, des BATX européens. Et donc on est très très loin de compte parce qu'on est encore dans l'idée que c'est bien de faire de la concurrence entre les entreprises parce que c'est bon pour le consommateur. Ouais. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on a besoin de construire des géants face à la Chine qui est en train de dominer le monde. Donc leur politique, ils ont tout à fait raison de la faire, c'est nous qui sommes stupides. C'est leur intérêt. De la même manière, quand Uber va payer ses impôts en Irlande, si j'étais le patron d'Uber, c'est la première chose que je ferais. Alors on n'est pas très loin du sujet des taxes GAFA. D'ailleurs, vous avez cité à plusieurs reprises les GAFA. Oui. Ce monde qui vient, il sera dirigé par qui? Par des démocrates, par des dirigeants élus, des politiques, ou par des chefs d'entreprise? Pour l'instant, ce sont les chefs d'entreprise. Mais pour l'instant, ce sont les chefs d'entreprise. Donc ça peut réjouir les ultra-libéraux, si je puis dire. Et moi, je suis libéral en économie, très libéral en économie, mais totalement républicain en politique. Et donc je pense que ça n'est pas une bonne chose que les GAFAMI ou les BATX, donc ces géants qui sont plus puissants que la plupart des États, et même plus riches. Qui connaissent beaucoup plus de chacun que n'importe quel État ne connaît. Qui savent à peu près tout, qui ont des milliers de données sur vous comme sur moi, sur tous les citoyens d'Europe. Ça n'est pas normal qu'on laisse. C'est pas que je leur impute des mauvaises intentions. Je pense pas que Zuckerberg soit un méchant. C'est pas le problème. Mais ça n'est pas normal que des entreprises dirigent le monde en sous-main, si je puis dire, sans être paranoïaque. Donc quoi, il faut les démanteler? Non, c'est pas ça. Il faudrait que nous ayons, nous, des GAFA européens. C'est-à-dire, plutôt que de taxer, on peut toujours taxer. C'est pas un rêve, ça? C'est une nécessité. Le démantèlement, il a existé dans l'histoire du capitalisme à plusieurs reprises. Oui. D'ailleurs, les Américains en étaient les champions. Ils savent faire. Mais construire un champion européen, c'est une autre paire de manches. On l'a fait avec Airbus et pourquoi pas avec l'équivalent des GAFA. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous construisons des lignes Maginot. La plus belle ligne Maginot, c'est le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui ne sert strictement à rien, parce que la vérité, en tout cas pas en protection des données, parce que tant qu'on n'aura pas des GAFA européens, de toute façon, nos données partent vers les Américains. Vous recevez sur votre smartphone un avertissement disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données ?» Vous répondez oui immédiatement parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc on construit des lignes Maginot au lieu de construire des entreprises qui seraient équivalentes à celles des Américains et des Chinois. Vous pouvez quand même répondre non sur votre smartphone, mais peu de gens le font parce que c'est la démarche la plus compliquée. Troisième sujet d'actualité. Et en plus, ça sert de toute façon à rien parce que pour Google et Facebook, pour Instagram, pour Twitter, tout est américain. Troisième sujet d'actualité, la défaite du califat en Syrie, la défaite d'une religion mortifère, en tout cas dans des conclusions politiques d'une religion mortifère. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ce siècle sera religieux ou ne sera pas, avait dit en son temps André Malraux, c'est le cas? En fait, il n'avait pas dit ça, mais peu importe, il avait dit, c'était dans Le Point en 1974, il avait dit « Je n'exclus pas la possibilité d'un événement spirituel à l'échelle mondiale ». Voilà la phrase exacte. Ça ne voulait pas dire grand-chose, comme souvent avec Malraux, pardon, mais c'était un peu vague, comme ça. Bon, mais c'est... Non, ce à quoi on assiste, en tout cas dans le monde occidental, c'est un déclin, enfin, c'est une laïcisation, c'est ce que Max Weber avait déjà appelé le désenchantement du monde, ce que mon ami Gauchet a repris, avec cette idée que c'est la sécularisation. C'est ce que Nietzsche avait appelé la mort de Dieu. Donc, dans mon enfance, il y avait 85% de catholiques fervents en France, il en reste 40% aujourd'hui, ou 45%. Et donc, et le nombre de prêtres a diminué de manière dramatique pour le catholicisme. Bon, et donc, on a une sécularisation. Évidemment, ce n'est pas le cas dans l'islam, mais au contraire. Mais, et même, on pense qu'il y avait à peu près 5000 salafistes en France il y a 10 ans, il y en a 50 000 aujourd'hui. Donc on peut dire que la démarche inverse. Et ce que montre un livre récent, c'est que le nombre de prénoms musulmans augmente de manière considérable en France et dépasse les prénoms, les maris et les Vierges Marie, si je puis dire, les prénoms pour les filles de Marie. Bon, et donc on voit bien qu'on vit dans une société qui va être, en tout cas, qui fera une place considérable à la religion musulmane. Bien sûr, c'est un vrai problème. Comment s'y préparer
Comment se préparer non pas à cette place considérable de la religion musulmane, mais aux dérives éventuellement mortifères, on en a vu une avec le califat, de ce type de religion? Moi, je crois malgré tout à la logique de l'intégration. Donc, je pense que 95% des musulmans aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans l'islamisme fondamentaliste. Mais le problème, si on veut rentrer sur le fond, moi, c'est la seule chose que je puisse dire, parce que pour le reste, comment ça se passera, j'en sais rien, c'est que le texte fondamental, le Coran, la grande difficulté, c'est qu'à la différence de la Bible, disons de la Torah des Juifs et des évangiles des chrétiens, le Coran est considéré par les musulmans pieux comme incréé, c'est-à-dire comme directement dicté par Dieu à Mahomet via l'ange Gabriel, Mahomet étant considéré comme illettré. Donc évidemment c'est très important parce que ça veut dire que c'est vraiment chaque mot du Coran est sacré parce que entièrement divin. Et donc comme Dieu prévoit le passé, enfin connaît le passé, le présent et l'avenir, prévoit l'avenir, on ne peut pas changer une virgule. Donc c'est ça la grande difficulté. Or il y a beaucoup de passages du Coran qui appellent au meurtre des Juifs et des chrétiens, donc ceux que le Coran appelle les associateurs parce qu'ils associent des faux dieux aux vrais dieux. Et donc c'est une des difficultés fondamentales, c'est de permettre aux musulmans, d'inciter les musulmans à faire comme les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire à historicider, à contextualiser leur texte sacré. C'est difficile. De préférer la sagesse à la folie, bien sûr. Why not? Why not? Luc Ferry et Nicolas Bouzou, Sagesse et folie du monde qui vient. Merci beaucoup. Merci à vous.